Dans le cas d'une cession de fonds de commerce, en tant qu'avocat, on accompagne un changement de vie professionnelle du côté du cédant, qui va laisser une partie de lui-même. Et du côté de l'acquéreur, on accompagne un pari professionnel, un risque. Le rôle de l'avocat est d'introduire de la lucidité. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du Jeune Avocat, réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. Chaque année en France, ce sont près de 40 000 fonds de commerce qui changent de main. Derrière ces chiffres, des opérations très concrètes, souvent stratégiques pour les entrepreneurs et riches d'enjeux juridiques pour les avocats en droit des sociétés. Moment clé de la relation avocat-entrepreneur, la cession de fonds de commerce est un terrain où le conseil doit être à la fois technique, pratique et pédagogique. Alors quelles sont les formalités à ne surtout pas manquer, comment guider efficacement son client à chaque étape de l'opération et comment vit-on sa toute première session de fonds de commerce quand on est jeune avocat? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Lucie Méfano, avocate au barreau de Paris et membre du bureau de la FNUJA, qui va nous raconter le jour où elle a procédé à sa première session de fonds de commerce. Lucie, bonjour. Bonjour Laurence. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous raconter un peu votre parcours? Comment en êtes-vous arrivée au droit des sociétés? J'ai été attirée par le droit des sociétés au fil des enseignements et des rencontres, parce que j'ai un parcours très généraliste. Ayant commencé par une double licence, l'une en droit sciences politiques et l'autre en lettres anglaises, j'ai ensuite obtenu 2 masters de Sciences Po Paris. J'aimais beaucoup de disciplines. Ensuite, j'ai passé l'examen du barreau. Je suis rentrée à l'école des avocats de Paris, l'EFB. Ayant une appétence pour le droit des affaires, j'ai fait mes stages en banque finance, chez CMS Francis Lefebvre, et en droit des sociétés, chez Vivien et Associés. J'ai été diplômée du CAPA, donc le diplôme d'avocat, en 2020. Et 2020, c'était l'année du Covid. Qui dit Covid dit activité économique fortement ralentie, voire complètement à l'arrêt. Ce qui est recruté comme secteur était celui des procédures collectives, où j'ai donc débuté ma première collaboration. Les clients étaient des entreprises en difficulté, en conciliation, redressement ou liquidation judiciaire. C'est formateur puisque c'est autant en conseil qu'en contentieux. Toutefois, la vie professionnelle, c'est aussi des rencontres. Quelques mois plus tard, un avocat que j'avais croisé dans un dossier et qui m'avait donné cours à l'EFB recrutait sa première collaboratrice en droit des sociétés. J'ai accepté sans hésiter. Il m'a parfaitement formé à exécuter un dossier de A à Z, de la prospection aux formalités comprises. Ensuite, après 2 ans et classiquement, j'ai changé de collaboration pour aller dans un cabinet plus grand. Au bout de 3 ans, j'ai pris la décision de fonder mon propre cabinet et de m'installer par une envie de liberté et de relation directe avec le client. Liberté dans ma rédaction, liberté dans ma gestion des dossiers, et encore une fois, relation directe avec les clients. Je ressentais le besoin de les accompagner avec ma propre signature. Alors, en quoi consistait votre premier dossier de cession de fonds de commerce? Je me souviens très précisément de mon premier dossier de cession de fonds de commerce. C'était un restaurant traditionnel, installé depuis une trentaine d'années dans le sud de Paris en rive de Seine. Le client a raconté les souvenirs de son restaurant, ses débuts, seul d'abord, puis ensuite ses premiers recrutements, les clients de plus en plus nombreux, fidèles, les saisons creuses, les saisons hautes, ses premières grandes réceptions, les réveillons du 31 décembre, ses victoires et aussi ses échecs. Il insistait sur le fait que les plus grandes vedettes du cinéma et du théâtre sont venues manger chez lui. Il a des bouts de nappe dédicacés, encadrés et même des photos. Chaque matin depuis 35 ans, il levait le rideau de ce restaurant. Mais désormais, il sentait que le temps était venu, il voulait céder son affaire, céder son fonds de commerce. Le travail fourni par un entrepreneur, ce sont des années d'efforts et de sacrifices. Il faut en prendre soin lorsqu'on vous les confie en tant qu'avocat. Reprenons les bases. Qu'est-ce qu'un fonds de commerce? C'est important de définir le fonds de commerce. Parce que bien qu'il soit l'essentiel de l'actif professionnel du commerçant ou de l'industriel, figurez-vous qu'il ne fait pas l'objet d'une définition légale. Le Code civil ne le définit pas, et le Code de commerce ne fait que distinguer les éléments qu'il contient. En le définissant par son contenu, on dit qu'il s'agit d'une universalité de fait, selon le terme consacré. On pourrait simplifier en évoquant une unité économique. Il découle que le fonds de commerce est un bien distinct des éléments qui le composent. Cette composition se divise en 2 catégories. Il y a les biens corporels, donc c'est les objets tangibles. Les objets, dans le cas du restaurateur, c'est très concret. On pense à la vaisselle, aux tables, aux chaises, aux percolateurs, au lave-vaisselle. Il y a aussi les biens incorporels. Donc là, c'est vraiment ce qui est intangible, c'est les choses, c'est-à-dire la clientèle, le droit au bail, les marques s'il y en a. Pour le droit au bail, je fais une rapide incursion. Il s'agit d'un raccourci pour exprimer l'idée que l'acquéreur d'un fonds de commerce n'est pas vraiment l'acquéreur des murs où se situe le dit fonds, mais que l'intérieur. Donc il va simplement y avoir une substitution de locataire par l'effet de la cession de fonds de commerce. Ainsi, l'acquéreur peut bénéficier du droit au renouvellement du bail commercial qui a été conclu d'abord avec le bailleur et le cédant, d'où le raccourci droit au bail, aussi appelé abusivement propriété commerciale. Le fonds de commerce, enfin, est un bien meuble au sens de mouvoir. Il peut donc être cédé, servir de sûreté, un nantissement, d'apport en société, ou aussi être mis en location-gérance, par exemple. Pourquoi parle-t-on de cession et non de vente? La cession concerne un bien immatériel. C'est le terme qu'on utilise aussi pour les marques, par exemple. C'est le fait de céder à un autre ce dont on est prioritaire.
En droit, on pourrait dire que l'immatériel l'emporte sur le matériel et le fonds de commerce contenant des actifs immatériels et matériels, on parle le plus souvent de cession. La vente concerne plutôt un bien matériel, on aliène vraiment un bien contre un prix. Quel est le rôle de l'avocat en amont? Quels sont les points sur lesquels il doit être particulièrement vigilant? Alors tout d'abord, il y a un rappel à faire. Ça peut paraître complètement bateau, mais c'est à mon sens essentiel. Derrière l'entreprise, qui est notre client, il y a des hommes. Dans le cas d'une cession de fonds de commerce, en tant qu'avocat, on accompagne un changement de vie professionnelle du côté du cédant, qui va laisser une partie de lui-même. Et du côté de l'acquéreur, on accompagne un pari professionnel, un risque. Le rôle de l'avocat est d'introduire de la lucidité sans briser l'élan. Les parties vont concentrer les négociations sur la question du prix, qui est centrale. Mais en tant qu'avocat, on doit avoir des points de vigilance. Il faut vérifier le droit de préemption de la commune. Il faut vérifier si le cédant est marié sous le régime de la communauté, car dans ce cas, il faut l'accord préalable de l'époux pour la vente. Il faut vérifier s'il y a des salariés, car en dessous de certains seuils, il faut leur faire une information en amont. Il faut aussi tout de suite prendre connaissance du bail commercial, afin de voir s'il y a une augmentation des loyers qui va arriver, ou bien les contraintes de ce bail. Par exemple, souvent, il y a une autorisation préalable du bailleur qui est exigée pour la pose d'une enseigne. Enfin, le prix. Certes, l'avocat n'est pas le déterminant du prix, mais il en vérifie la cohérence. Car comme on l'a dit, souvent le cédant raisonne en souvenirs et en sacrifices personnels, alors que l'acquéreur raisonne en rentabilité. Et en aval, quelles sont les formalités à accomplir? Alors après l'accord commercial vient la matérialisation juridique de cet accord dans ce qu'on appelle un acte de cession. L'acte de cession peut être signé sous seing privé ou par acte authentique avec un notaire. Une fois que l'acte signé, les parties ne repartent pas encore de leur côté. Il faut encore faire la formalité de publication au BODAC, le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Ça permet de porter à la connaissance d'éventuels créanciers encore intéressés l'existence de cette opération. Le mécanisme est un peu celui des bans de mariage. Que celui qui s'y oppose le dise maintenant ou se taise à jamais. À ceci près que dans notre cas de la cession de fonds de commerce, il y a quand même 10 jours de délai pour s'opposer. Alors, qui dit mutation dit souvent l'administration fiscale au coin du bois. Quelles sont les déclarations à faire auprès du fisc? En effet, l'acte de cession doit être enregistré auprès du service fiscal de l'enregistrement, dans la foulée si c'est un acte sous seing privé, ou bien dans le délai d'1 mois à compter de la signature s'il s'agit d'un acte authentique devant notaire. C'est ce qu'on appelle une déclaration de mutation de fonds de commerce ou de clientèle. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes avocats qui veulent se tourner vers le droit des sociétés? Si je peux donner des conseils à mon échelle d'expérience, humblement, ce seraient des choses assez pragmatiques. Le droit des sociétés est un droit très complet et donc très stimulant intellectuellement. Il est aussi multisectoriel. Par ce canal, vous pouvez toucher à absolument tous les domaines, du restaurant traditionnel qu'on évoquait, aux télécommunications, en passant par l'industrie lourde, l'art ou la recherche scientifique. Il faut alors comprendre les codes et les jargons professionnels variés, du moins ce qui est utile au dossier. C'est passionnant de se plonger dans des définitions du domaine vétérinaire, par exemple. C'est ce qui me plaît beaucoup. C'est aussi un domaine du droit où on fait un travail d'équipe, on n'est pas seul. Il y a aussi les clients, les notaires, les banquiers, les experts comptables qui interviennent au dossier, mais aussi bien sûr les confrères, en droit fiscal, en droit du travail ou en propriété intellectuelle. Ce qu'il faut pour être taillé pour le droit des sociétés, c'est de savoir que notre principal interlocuteur, c'est l'entrepreneur, le chef d'entreprise. Ce client ne vient pas avec une question juridique, mais avec un objectif économique. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que le client essaye vraiment de faire? Un bon avocat en droit des sociétés propose des solutions pragmatiques, pas seulement juridiquement propres. Enfin, il faut tout ce qui fait un bon avocat en général, quelle que soit sa matière. Il faut un excellent relationnel, il faut toujours rester curieux, se tenir à jour des réformes, des pratiques de place et des usages contractuels, et enfin avoir une rigueur constante, notamment dans la rédaction. Alors, pour revenir à la cession de fonds de commerce, nous avons vu que c'était loin d'être une simple formalité et qu'en la préparant avec rigueur et en posant les bonnes questions, l'avocat peut transformer un dossier technique en une véritable démonstration de sa valeur ajoutée et accompagner surtout une aventure humaine. Merci Lucie pour tous ces conseils et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du jeune avocat.